Édouard Kerlik. Voilà. Et dans cette conférence, on va vous parler du rayonnement infrarouge des caméras de thermographie. Et voici sur la première diapositive une photo que nous avons prise lorsque nous avons été invités pour faire cette conférence en Corse. Voilà. Donc on avait fait un petit tour et vous voyez là, je ne sais plus quelle carte, mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que les couleurs sont un peu bizarres et pas habituelles. Donc ce sont des fausses couleurs. Et puis ce que vous pouvez remarquer par exemple, c'est qu'au niveau des maisons, alors que quand vous regardez le paysage, il y a des maisons qui sont peintes avec des peintures de couleurs différentes, des maisons sombres, des maisons claires, elles sont toutes pareilles. Alors, pour commencer, on va voir avec cette caméra. Donc on a les diapositives sur cet écran, et ensuite sur l'autre écran, expérience en direct. Donc voilà. Donc on va la mise au point. Donc ce que vous voyez sur cet écran, je prends cette caméra, ce n'est pas la lumière visible habituellement, la lumière qu'on voit quand on voit l'image, c'est la lumière, il ne faut pas que je dépasse ça. Donc ce qu'on voit, c'est la lumière qui est renvoyée par les objets. Ici, si on faisait l'obscurité la plus totale dans cette pièce, on verrait exactement la même image, parce que la lumière que vous voyez ici, c'est une lumière qu'en fait, c'est vous qui émettez, et oui, on nous avait dit Valence, ce sont tous des lumières. Donc, en fait, c'est une lumière que les corps chauds émettent et que détecte cette caméra. Donc, pour commencer cette conférence, avant d'utiliser la caméra, on va revenir un petit peu sur la physique de comment pourrait-on voir la température. Donc, voir la température, c'est vraiment une association de mots un petit peu étrange. La température, a priori, on la mesure avec un thermomètre à alcool ou n'importe quel autre dispositif. Comment pourrait-on la voir? Pourtant, on a des pistes, si on y réfléchit, que tout le monde connaît bien. Par exemple, cette image a été prise dans un atelier de verrier. Donc, un verrier, qu'est-ce qu'il fait? Pour travailler son verre, pour le façonner, pour obtenir la forme qu'il souhaite, il est obligé de le chauffer parce que quand on prend du verre comme ceci, si on l'élève à plusieurs centaines de degrés, il devient malléable. Et à ce moment-là, il peut le travailler. Et vous constatez que, alors qu'à la température ambiante, ce verre-là est quasiment transparent, s'il avait été lavé, eh bien, à température beaucoup plus élevée, il prend une couleur jaune, orangée, et en fait, le maître verrier est capable, rien qu'en regardant la couleur du verre, d'avoir une estimation de sa température, et donc, avec l'expérience, de ses propriétés physiques. Donc, ce qui est vrai pour le verre, c'est vrai dans bien d'autres situations, et ça se traduit d'ailleurs par ce magnifique courbe que vous pouvez trouver sur un site bien connu, qui vous donne la correspondance entre la couleur perçue par l'œil humain et la température de l'objet. Donc là, l'orangé que je vous ai montré, il est sans doute dans des températures, comme vous le voyez, qui sont, j'imagine, elles sont en Kelvin, là, de l'ordre de quelques, disons, 500-600 degrés. Bon, vous connaissez bien un corps qui est très très chaud et qui a une couleur jaune beaucoup plus prononcée, c'est le Soleil, qui, d'après ce diagramme-là, lui est plutôt à des températures qui sont au-delà de 4000 Kelvin. Et vous voyez, c'est ce qui est indiqué ici, hein. La couleur, dans ce diagramme, le lieu de plan, nous permet d'avoir une correspondance entre une échelle chromatique, une échelle de couleur et la température. Et vous voyez que plus on chauffe d'ailleurs, on passe des couleurs rouges, orangées, jaunes, jusqu'à finalement, dans des températures très 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 élevées, on retrouve pratiquement du blanc. Alors, cette chose-là, on en a la démonstration dans des tas d'autres situations. Par exemple, ici c'est dans une usine qui fait des billes d'acier, hein, à la sortie d'un faux fourneau. Donc, vous voyez ce qui se passe. Au départ, la bille qui vient d'être moulée, elle est extrêmement chaude. Le fer vient d'être coulé, et donc elle est jaune. Et au fur et à mesure qu'elle déballe, qu'elle s'éloigne finalement, que le temps s'est écoulé, elle refroidit, et on passe d'un jaune très très vif à des couleurs orangées, à une couleur qui ensuite devient rouge, et à la fin, vous voyez, on est à la
disparition, là vous voyez, ça devient extrêmement sombre. Et ça, c'est une brique d'acier, c'est-à-dire c'est quelque chose de métallique, donc, qui à la fin donnera, à température ambiante, l'éclat métallique. Donc, je rappelle, le verre transparent à température ambiante est porté à plusieurs de centaines de degrés, il devient orangé. Une brique d'acier très très chaude, éclat métallique à température ambiante et à des températures aussi de quelques centaines de degrés orangé. Et puis un autre exemple, c'est si vous regardez l'intérieur d'un four à pizza, d'un four à feu de bois. En fait, pour faire une pizza réussie, il faut avoir des températures extrêmement élevées. Une bonne pizza, ça se cuit à 400 degrés pendant 1 minute, et pas plus. Et bien, quand vous regardez l'intérieur, à température ambiante, ce sont des briques réfractaires. Et à l'intérieur du four à pizza, vous regardez la lumière, c'est aussi de la lumière orangée. Donc on a manifestement une correspondance entre la température vue par l'œil et la température et ce qui est vu par l'œil. Mais là, ça ne concerne que des températures extrêmement élevées. Et qu'est-ce qui se passe quand le corps refroidit? Justement, puisqu'à l'ambiance, on a de l'acier, du verre ou la brique réfractaire qui n'ont plus la même température, la même couleur, le même aspect. En réalité, ils émettent toujours de la lumière. Ils émettent toujours de la lumière caractéristique de leur température. Et simplement, elle est devenue invisible. C'est des lois que vous verrez pour certains d'entre vous en deuxième année de CPGE, je pense. Donc la loi de Planck qui nous dit que lorsqu'un corps est extrêmement élevé, eh bien, il peut émettre, donc par exemple à 6000 degrés, c'est le soleil, c'est la courbe rouge. Vous voyez qu'il y a un maximum d'émissions dans une lumière qui correspond à du jaune, un maximum d'émissions, c'est-à-dire non seulement ça affecte la longueur d'onde, la couleur, mais aussi la puissance émise. La puissance émise par, entre guillemets, unité de surface du soleil est extrêmement élevée. Et quand ça refroidit, non seulement le maximum d'émission est en train de se décaler, donc vous voyez que la petite bande là qui est grisée, c'est du visible, mais dès qu'on est en dehors de cette bande, eh bien ça devient de l'infrarouge, au départ de l'infrarouge proche, vers 1 micromètre de longueur d'onde, c'est l'infrarouge que l'on utilise par exemple avec les télécommandes, mais plus on refroidit, plus on s'éloigne, et puis à la fin, quand on s'aperçoit qu'à l'ambiance, vous voyez la courbe à 0 degré, là en bleu clair, eh bien, on a toujours une émission de lumière, mais dans des longueurs d'onde qui sont absolument invisibles pour notre œil, qui sont à 10 microns, et puis il ne faut pas oublier que ça émet aussi beaucoup moins de puissance. Pourtant, ce rayonnement, on le sent, donc sans atteindre la température ambiante, pensez à ce que vous ressentez quand vous approchez d'un corps chaud, par exemple à la sortie d'un four ou des braises. Vous voyez là, les braises presque éteintes, elles rougeoient presque plus, et pourtant, si vous approchez les mains, vous allez ressentir cette chaleur. D'où vient cette chaleur? En fait, c'est justement ce rayonnement thermique, ce rayonnement infrarouge, qui vient vous chauffer les mains. Alors, juste avant de passer la diapositive, ce que vous pouvez remarquer, c'est que quand on est dans ces longueurs d'onde, si on arrive à 10 micromètres, vous voyez que pour une longueur d'onde de 10 micromètres, qui est le rayonnement détecté par la caméra que nous utilisons, eh bien, alors que à 0 degré, on a encore des quantités importantes de rayonnement infrarouge qui sont émis. Alors qu'au niveau de la lumière visible, ça a totalement disparu. Et donc, si on se place à 10 micromètres et qu'on détecte la quantité de lumière reçue de longueur d'onde 10 micromètres, on voit que cette quantité va être d'autant plus grande que la température est importante, mais à 0 degré, on va continuer à recevoir quelque chose. C'est le principe de la caméra. Alors, comment cette caméra va détecter le rayonnement? Pour le savoir, eh bien, on va s'inspirer de la nature, puisque certains animaux, et notamment les crotales, sont capables de détecter le rayonnement infrarouge, ce type de rayonnement infrarouge. Alors, pour détecter ce rayonnement, bien sûr, ce n'est pas avec leurs yeux qu'ils vont les détecter, c'est avec des organes spécifiques qui sont placés dans des fossettes. Donc, quand vous avez, si vous voyez, vous avez l'œil. Quand vous allez vers l'avant, vous voyez un petit orifice là, c'est pas la narine. La narine, elle est juste en dessous du cadre blanc. Là, cette fossette, ça s'appelle la fossette L'Oréal, et c'est une fossette qui permet au crotal de détecter le rayonnement infrarouge. Ça marche sur le fonctionnement d'une chambre noire. En gros, vous avez une cavité, vous avez une petite ouverture. Quand vous avez imaginé, c'est la nuit, la forêt, le désert. Bon, c'est le désert, voilà. C'est sombre. Vous avez le
température ambiante, dizaine, vingtaine de degrés, voilà. Et puis, vous avez une petite souris qui se balade, 30 degrés, 35 degrés extérieur. Elle émet plus de rayonnement infrarouge. Elle va émettre ce rayonnement et avec un effet de chambre noire, comme il y a une petite orifice, ce rayonnement infrarouge va arriver seulement sur une petite partie du fond de la cavité. Et sur ce fond de la cavité, on a en fait une membrane très fine et qui est légèrement écartée du reste du corps, comme en suspension. Alors ça veut dire quoi? Comme cette membrane est très fine, alors il y a besoin de très peu de rayonnement pour les chauffer. Et ensuite, comme elle est séparée du reste du corps, alors elle va être très bien isolée, puisqu'il y a juste de l'air devant et derrière. Et donc, votre souris se balade, ça va chauffer une petite partie de cette membrane, le crotale le détecte. Alors bien sûr, c'est très flou comme image, mais quand vous êtes dans le brouillard, que vous avez une voiture qui arrive en face de vous, même si vous ne voyez pas nettement la voiture, que vous voyez une grosse tache brillante, vous savez que la voiture, elle est pile au milieu de la grosse tache. Bon, bah là, qu'est-ce qu'il fait le crotale? Il voit une grosse tache, il y a du truc infrarouge. Il sort la langue, son organe olfactif, il va vérifier que c'est bien une souris, et tac, du premier coup, il la bouffe. Voilà. Donc, alors que c'est le noir absolu, que la souris se croyait en sécurité parce qu'il ne voyait rien, voilà, le crotale réussit avec cet organe à capturer ses proies sans vous faire rire. Alors, la caméra de thermographie qu'on utilise, eh bien, elle fonctionne sur le même principe. C'est de la microfabrication. Ça veut dire que vous avez ici une photo au microscope électronique de la surface. Chacun des rectangles, c'est un pixel. Vous voyez que ces pixels, ils ont une taille de 25, ils sont carrés, ils font 25 micromètres sur 25 micromètres. Ensuite, c'est une petite plaquette. Donc c'est une petite plaquette en je ne sais plus quoi. Voilà, enfin un matériau semi-conducteur qui est légèrement écarté du substrat. Et donc comme avec la membrane du crotale, vous avez quelque chose qui est très mince, petite capacité calorifique, séparé, donc bien isolé thermiquement, et donc il va pouvoir, s'il détecte du rayonnement infrarouge, s'échauffer avec un échauffement qui est proportionnel à la quantité de rayonnement infrarouge qu'il reçoit. Et donc, en mesurant la résistance électrique de ce petit élément, cette résistance dépend fortement de sa température, et donc on mesure la résistance, on en déduit la température, on en déduit la quantité de rayonnement infrarouge qui est arrivée. Sur chacun des pixels, on peut donc faire une image. Alors, dernière petite remarque, vous voyez que la distance entre la plaquette et le substrat est de 2,5 micromètres. 2,5 micromètres, c'est 10 divisé par 4, c'est-à-dire que vous êtes à une lambda sur 4. Or, si vous faites des interférences optiques, vous voyez que vous avez un 0 qui est là, et vous avez le premier maximum d'interférence qui est justement à lambda sur 4. Donc le fait de la distance de la plaquette, c'est intéressant non seulement parce que ça fait une isolation thermique, mais aussi parce que c'est l'endroit où vous avez le maximum de rayonnement infrarouge. Alors, juste quand même, avant d'aller un peu plus loin, comment fonctionne-t-elle maintenant? Puisque c'est de l'infrarouge, c'est de la lumière qu'on ne voit pas. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas des vraies couleurs. Ce sont des fausses couleurs. Et juste pour préciser, donc regardez bien, alors, vous avez sur votre droite une échelle de couleurs que j'ai mis sur un mode automatique. Ça veut dire, en fonction de la zone que je pointe, il se débrouille pour ajuster l'échelle de couleurs pour pouvoir mesurer toutes les températures dans le champ de mon objectif. Donc là, vous voyez que quand je vise un petit peu au hasard, le champ est extrêmement réduit. Ici, on varie entre 23 degrés et 27 degrés. Donc, avec la convention que tout le monde utilise, c'est que en général, le bleu, ça veut dire c'est du froid, et le rouge, c'est du chaud. Maintenant, vous voyez qu'il y a aussi un viseur qui me permet donc de viser, et à ce moment-là, c'est la température est indiquée en haut à gauche. Par exemple, quand je vise la peau d'une personne, typiquement, on obtient une température de 35 degrés. On n'a pas la 37 degrés du corps humain parce que la peau elle est en contact avec l'air ambiant, donc elle est légèrement plus froide que la température à l'intérieur du corps. Voilà. Donc ce sont des fausses couleurs. L'échelle s'adapte en fonction des températures relevées dans le champ de l'objectif. On ne voit plus. Ouais, c'est non, ça. Bon, donc la première utilisation, comme vous pouvez l'imaginer, c'est de mesurer des températures.
donc 37, 35 degrés pour la température de la peau. Et puis, les utilisations que sur commode, par exemple, c'est détecter des points chauds. Ça veut dire vous baladez avec votre caméra. Par exemple, vous regardez un circuit électronique avec une caméra. Et là, vous voyez, par exemple, avec ces fils, qu'évidemment, quand il y a un petit défaut, il y a un dégagement de chaleur, par exemple par effet Joule, vous allez le repérer immédiatement parce que ça sera un petit peu plus chaud que l'environnement. Ici, par exemple, vous voyez que les fils qui sortent de l'ordinateur sont légèrement un peu plus chauds que leur environnement, justement à cause de cet effet Joule. Et simplement, il y a d'autres choses que l'on peut faire avec la caméra. On n'est pas obligé de s'intéresser uniquement aux températures et on peut s'intéresser... Tu peux regarder le public parce que dans la caméra, on a l'impression qu'il y en a qui ont des lunettes de soleil. Oui. Donc ils ont des Ray-Ban à moindre coût. Voilà. Et donc justement, on va voir que, puisque la caméra s'intéresse, traite de la lumière infrarouge, on va pouvoir aussi discuter des propriétés de l'infrarouge et de ses interactions avec la matière grâce à cette caméra. Donc c'est toi qui vas le faire pour le Ouais. Première chose, donc la disparition de ta tête. C'est plus drôle. Mets ta tête derrière. Vise ma tête. Voilà. Donc regardez bien. Donc, évidemment, c'est du verre, c'est-à-dire quelque chose qui est absolument transparent, dans visible, mais en revanche, le verre est absolument opaque à l'infrarouge. Voilà, ce qui illustre qu'on n'a pas exactement les mêmes propriétés entre le visible et l'infrarouge, des propriétés optiques. Maintenant, réciproquement, donc on va prendre un sac de plastique opaque, et là, c'est l'opposé, c'est-à-dire que cette fois-ci, donc on ne va pas jouer au jeu des doigts, il y a combien de doigts, je fais ça plutôt pour des plus jeunes, on va dire. Là, on voit ce qu'il y a dans le sac opaque, alors que... Je ne mets pas la tête dedans. Voilà. Ça marche? Oui, ça marche bien. C'est vrai, je vois rien, moi. On te voit à travers. Donc les notions d'opaque et de transparent dépendent de la longueur d'onde, comme l'illustre cette vanille, donc ce que l'on a reprise là sur cette diapositive. Donc ça a un intérêt parce que, par exemple, pour les moyens de transport, donc les avions utilisent des caméras de thermographie infrarouge, par exemple, pour faire des atterrissages dans le brouillard. Le rayonnement infrarouge à 10 microns traverse le brouillard. Vous avez ici une photo en lumière visible et une seconde avec la caméra de thermographie. Vous voyez parfaitement les détails, etc. Et donc, pour les atterrissages, si vous avez une caméra infrarouge, vous êtes dans le brouillard, et ben vous pouvez quand même faire un atterrissage à vue, au lieu de faire un truc qui est juste aux instruments. Ensuite, pour les automobiles, donc un fabricant allemand d'automobiles de luxe, donc on ne cite pas pour raison publicitaire, voilà, mais fournit dans ses modèles haut de gamme une caméra de thermographie infrarouge. Ça sert à quoi? De nuit. De nuit, quand vous êtes dans la forêt, où il peut y avoir des gens qui marchent sur le bord de la route, ces gens, vous les voyez très mal. Avec une caméra de thermographie infrarouge, vous allez tout de suite voir, comme ces personnes sont plus chaudes, le visage, etc., vous allez les repérer. Vous êtes dans la forêt, il y a un sanglier ou un chevreuil qui passe. Bon, ça peut être source d'accident avec la lumière visible parce qu'ils sont sombres et que eux, ils ne mettent pas de gilet jaune. Donc, si vous avez une caméra de thermographie, vous allez voir tous les animaux sauvages susceptibles de passer. Donc, au niveau sécurité, ça peut être intéressant. C'est de plus en plus, donc pour l'instant c'est dans les modèles haut de gamme, mais ça peut être amené à se développer. Alors ensuite, ce rayonnement, il y a une propriété de réflexion. Donc là, il faut passer devant. Et vous voyez, alors ça c'est une photo que vous avez, c'est bon chez moi, c'est un rapport d'ordinateur. Ça, vous voyez sur l'arrière de ce four à micro-ondes, vous avez une plaque métallique. Est-ce que vous qualifieriez ça de miroir? Pas vraiment, d'accord? On a quelque chose de métallique, mais qui est extrêmement rugueux, qui est dépoli, et donc qui renvoie la lumière visible, on le voit, hein, c'est pas noir, mais en même temps, on n'a pas la réflexion spéculaire habituelle d'un miroir. Alors maintenant, regardons ce même objet avec
Voilà. Vous voyez, ça fait un excellent miroir. Alors, quelle en est la raison? Donc, eh bien, en gros, ça nous renseigne là sur l'état de surface du matériau. Pour faire un excellent miroir dans la lumière, en lumière visible, vous devez vous débrouiller pour que la lumière soit réfléchie, entre guillemets, selon les lois de Descartes. C'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire, c'est-à-dire que l'angle de réflexion soit égal à l'angle incident. Mais ce qui veut dire que votre matériau doit être suffisamment plat, réellement plat. Mais à quelle échelle doit-il être plat? À l'échelle de la longueur d'onde de la lumière que vous utilisez. C'est-à-dire, dans le visible, à des longueurs d'onde qui sont inférieures au micromètre. Donc cela signifie que pour avoir un bon miroir, l'état de planéité de votre miroir, de la surface métallique que vous utilisez, ça doit être strictement inférieur au micromètre, et même bien au-delà pour avoir un bon miroir. Ce qu'on arrive à réaliser avec des dépôts d'argent ou d'autres métaux sur des surfaces, sur ces surfaces-là. Mais si ce n'est pas le cas, ce que voit entre guillemets la lumière, c'est pas du tout quelque chose de plat, ça va être quelque chose qui présente un grand nombre de bosses. Et s'il y a des bosses, eh bien, la lumière, quand elle n'est pas réfléchie selon les lois spéculairement, mais elle va être diffractée, elle va être diffusée dans tous les sens, et donc on perd la capacité à réaliser une image. Donc, ce que l'on vient de voir ici, c'est que la surface de métal, qui n'était certes pas assez plate pour réfléchir correctement de la lumière à moins de 1 micromètre, l'était suffisamment pour des longueurs d'onde qui sont de 10 micromètres. Il suffit qu'il y ait des défauts ou des bosses de l'ordre de 1 micromètre pour que ça ne soit pas un miroir pour le visible, mais cela demeure un miroir pour de l'infrarouge lointain à 10 microns. Et on peut faire la connexion avec le faux micro-ondes, puisque... Ah, ça n'allume pas. Ah non, c'est quand on allume. Oui, bon. Donc, quand vous ouvrez les fours micro-ondes, là, on ne voit pas bien, mais là devant, vous voyez un grillage. Et bien, ce grillage, pour la lumière visible, c'est quelque chose qui n'est pas plat. À l'intérieur, on le verra un peu plus tard, pour les micro-ondes, la longueur d'onde du rayonnement micro-ondes, c'est une dizaine de centimètres. À l'échelle de 10 cm, ce grillage, en fait, apparaît comme une surface qui va être parfaitement lisse. Et donc, ce grillage que vous avez à l'avant du four micro-ondes, vous pouvez voir à travers les trous pour ce qui est de la lumière visible. En revanche, pour le rayonnement à l'intérieur du four micro-ondes, ça se comporte comme un miroir parfait. Et donc, cette boîte que vous avez à l'intérieur, eh bien, vous avez les 5 faces qui sont composées de plaques de métal qui, bien sûr, on se dit ça va renvoyer les micro-ondes, mais à l'avant, pour les micro-ondes, c'est comme si vous aviez une 6e plaque de métal parfaitement étanche, et ce qui fait que votre micro-ondes, eh bien, elle est à l'intérieur d'une boîte avec toutes les faces qui réfléchissent et il est bien contenu à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve ici avec les portes d'une cage d'ascenseur en acier dépoli, donc qui ne réfléchissent pas grand-chose dans le visible et une image presque parfaite en infrarouge. Voilà, alors maintenant qu'on a vu un petit peu les propriétés de ce rayonnement, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu attention quand on fait des images avec la caméra pour interpréter ces images, parce que, voilà, des fois on peut oublier que quelque chose qui était opaque et transparent, etc. On va y faire attention et on va commencer à essayer de faire un peu de physique et notamment essayer de regarder ce qui se passe au niveau des chocs et des frottements. Donc, Edouard, ça, déjà, donc on a une chaise. Ils sont là, les pieds de la chaise. Voilà. Bon, donc, vous vous êtes sans doute demandé, quand vous balancez une chaise sur le sol, où est passée son énergie cinétique, si, d'après ce que disent vos profs de physique, on a conservation d'énergie. Eh bien, on va essayer de voir où est passée l'énergie en frappant violemment le sol d'un établissement public. Voilà. Attention, 1, 2. Je recommence. Oui. Ça a chauffé.
tourne blanche. Donc l'énergie donc l'énergie cinétique de la chaise, si elle est brutalement arrêtée, et ça serait le cas pour n'importe quel autre corps en mouvement, si ça s'arrête, la plupart, voilà, c'est transformé sous forme d'énergie thermique, sous forme de chaleur. Alors tout chauffe, à la fois la chaise et le sol, mais ça conduit à une élévation de température des corps à l'arrêt, sachant que vous n'êtes pas tapé assez fort pour déformer la chaise. Donc c'est ce qui arrive par exemple avec une balle de squash. C'est quelque chose, une balle de squash qui au départ est plutôt dure. Au fur et à mesure que vous jouez, elle s'échauffe, elle devient plus molle et on sent réellement l'élévation de température. Alors autre chose que l'on peut voir, du frottement solide, la semelle de caoutchouc contre le sol. Vous voyez que si je suis capable de laisser une trace, on voit la dissipation d'énergie. Alors sous votre pied, normalement ça n'a pas trop chauffé. Vous voyez, c'est plus chaud, c'est pas parce que le pied était chaud. Voilà, c'est juste qu'il pose le pied, il ne se passe rien. C'est vraiment le frottement. Voilà. Donc on voit cette élévation de température. Alors on va continuer à faire un petit peu de thermodynamique. Alors habituellement, pour faire de la thermodynamique, vous faites ça avec un gaz parfait. Voilà. Donc le problème c'est que les gaz ça ne se voit pas. Alors vous savez, en compression ça s'échauffe, détente ça refroidit. On va faire la même chose mais avec du caoutchouc. Avec un ballon. Donc dans un premier temps, alors, Jean-Michel tient un ballon entre ses mains et il va l'étirer brutalement. Donc vous voyez, on voit que c'est devenu beaucoup plus jaune. Donc ça s'est échauffé. Ça s'est échauffé. Je tire dessus, ça s'est échauffé. Alors vous allez me dire, pas de problème. De toute façon, il tire dessus, il apporte de l'énergie, c'est normal, ça chauffe. Bon, mais maintenant, on a attendu que ce soit revenu à température ambiante, et je vais maintenant le relâcher. Vas-y. Alors là, voilà. Là, en revanche, ça refroidit. Vous voyez que la température, je suis descendu à 21. Alors après, évidemment, ça évolue, puisque ça thermalise avec l'environnement, ça va retrouver la température ambiante. Mais t'as pas tiré assez fort. Donc, reprenons. Voilà. Donc là, au départ... C'est bon, hein? Oui. Ah, tire pas fort. Tu vas montrer. Non, parce que d'habitude, c'est lui qui a fait l'expérience. C'est les ballons, c'est pas bon. Oui, c'est pas grave. Ouais. Ah ouais. Voilà. Finalement, les ballons ne sont pas si mal. Donc on attend que ça thermalise. Vous le voyez d'ailleurs en direct sur la caméra. Vous avez vu le trait jaune apparaître, signe de l'élévation de la température, et puis petit à petit ça disparaît avec le fond. Donc là, je suis pratiquement revenu. Je suis bon, je lâche. Ouais. Voilà, ça, c'est on a descendu. Alors, on a descendu. Bon, en tout cas, vous voyez, 17, non mais quand on regarde avec l'échelle de température, la fonction, c'est 17 degrés, etc. Très fort refroidissement. Donc ça, cette manip, vous pouvez la faire avec un ballon, vous pouvez la faire avec un élastique. Alors si vous n'avez pas de caméra de thermographie, en général, quand on fait, vous pouvez le faire en posant sur la lèvre, parce qu'en fait, la lèvre est un excellent détecteur de température. Et donc on sent, quand on tire le ballon, etc., on sent que ça chauffe. Et quand on le relâche, on sent le refroidissement. Voilà. Bon, donc, je le confirme. vous pourrez le faire chez vous. Alors pourquoi, Eva? Non, mais ça, on n'arrive pas à trouver une explication simple de pourquoi ça chauffe et ça refroidit. Donc si tu veux te lancer dans des explications très compliquées en termes de volume disponible. Donc l'idée générale quand même, c'est que quand vous avez un gaz, quand vous comprimez le gaz, ça veut dire que pour chacune des molécules du gaz, vous réduisez le volume qui lui est accessible.
Et en même temps, quand vous comprimez, vous avez, chaque fois que les molécules de gaz vont aller taper sur la paroi se déplace, vous avez un effet raquette de ping-pong, c'est-à-dire que les molécules vont accélérer, c'est-à-dire comme avec une raquette, vous accélérez quand vous tapez... Ah oui, d'accord. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur un élastique? Un élastique, en fait, c'est des longues chaînes polymères. Voilà. Ces longues chaînes polymères, dans l'état normal du caoutchouc, elles sont très repliées sur elles-mêmes. Ça veut donc dire que si vous prenez un atome, donc c'est moi qui tiens et toi tu montres le volume accessible. Donc moi je veux dire, là c'est les deux bouts du polymère. Voilà. Et regardez le volume accessible pour cette molécule-là. D'accord? Vous avez un volume qui est extrêmement grand. Il peut aller pratiquement, quand les deux sont bons, toute une sphère. Maintenant, au fur et à mesure que j'étends mon polymère, vous voyez que je vais réduire considérablement le volume accessible. Tu peux faire tenir devant. Voilà, hop. En particulier quand le polymère est presque tendu, vous voyez qu'il a juste accessible un très petit volume là. Donc l'idée c'est qu'en fait, quand j'étends mon caoutchouc, pour chacune des molécules, je réduis le volume qui lui est accessible. Donc c'est un peu comme pour un gaz parfait, comme si je faisais une compression. Donc, il doit se passer à peu près la même chose. Quand je tire, je réduis le volume, donc c'est la même chose qu'une compression, je vais échauffer. En revanche, quand je relâche, eh ben, je vais redonner du volume accessible. Et à ce moment-là, comme pour un gaz, c'est comme pour une détente, ça va refroidir. Bon, puisque vous êtes les rois de la thermodynamique, vous avez compris que c'est une histoire d'entropie. Hein. Dans les deux cas, l'élévation de température correspond à une... C'est toi, le chef spécialiste. Attends, il faut que je réfléchisse. Donc si ça chauffe, non, si ça se refroidit, c'est une... Là, on donne plus de volume, donc on a une élévation de l'entropie. Donc, l'élastique. Alors maintenant on va se mettre à parler de la caméra de thermographie thermique, on est allé vers la thermo. Et donc on va commencer à faire un petit peu de thermo. Et vous allez contribuer à ça, vous allez toucher le bois végétable. Voilà. Et en même temps, vous voyez que vous avez des poteaux métalliques. Hein, sur les chaises, sur le banc. Là, sous votre chaise. Voilà. Alors, est-ce que ce métal et ce bois sont à la même température? Alors, qui vote oui? Il n'y a que les profs qui votent non. Qui vote non? Bon. Alors, il va falloir faire des expériences pour vérifier ça. Alors, pour ça, on a deux petites plaques. L'une dans un matériau semblable au bois et l'autre métallique. Et donc, on va demander à l'un de vous un candide. Voilà. Voilà. Donc, le candide, si tu peux venir toucher, et par ailleurs, un prof de maths. La rigueur, la rigueur. Les physiciens sont toujours en train de dire ça peut être comme si c'est à peu près ça. Donc, le plus chaud, donc je mets le ballon rouge qui va, c'est celui-là. Donc j'en déduis que celui-là est plus froid. Et nous avons confirmé ça. Confirmation par les mathématiques. Par les mathématiques, oui. Non, pas longtemps, pas longtemps. Oui. Et l'autre, d'autres. Et l'autre? Oui, je confirme. Voilà. D'accord, très bien. Donc on va révéler que c'était utile. Voilà. Bien. Alors maintenant, nous allons déposer. Oui, oui, oh, vous pouvez rester. Oui, donc nous avons des
vérifier avec la caméra thermographie la différence de température entre les deux plaques. Là, il y a ça c'est dommage, je vois pas. Ouais. Alors, où est-ce que je vois même. Ah oui, on voit les ballons d'ailleurs. ouais, alors les plaques. Ici, là, on Alors, vous voyez la réflexion là d'ailleurs, c'est pas tout en passant. oui, on La voit réflexion des néons. Donc on a une première plaque à 25,7 degrés et l'autre plaque, elle est là. Ici, elle est là. Elle est là. À 25,4. Donc déjà, messieurs, On s'est planté comme des grosses buts. Non mais bon. ça n'est pas confirmé par la caméra. Donc, vous avez l'impression que cette plaque-là est froide et cette plaque-là est chaude. La caméra nous dit pourtant qu'elles sont à la même température. Et puis à la limite, en tant que physicien, je dirais que ça me paraît normal. Ça fait 2 heures qu'elles sont là. Elles ont pris la température ambiante de la pièce. Hein? Bon. Réfléchissez. Les glaçons. Donc maintenant, on va mettre un glaçon sur chaque unité de plaque. Donc merci de votre aide. Non, non, vous avez regardé de près. Vous regardez de près pour. Voilà. Alors, selon vous, les glaçons vont-ils fondre sur la plaque chaude ou sur la plaque froide? Qui sont à la même température. Bon, bah, on va poser les glaçons, on va regarder. Voilà. Donc là, je suis passé normalement en caméra standard. Donc ça fond évidemment, ça fond sur la froide et ça fond pas sur la chaude. Oui, oui, oui. Donc là, on le voit pratiquement à l'œil nu. Ça veut dire, regardez bien pour vous, à gauche. Il y a un petit peu vers là. Voilà. Je montre à gauche avec le ballon bleu qui était censé nous indiquer la plaque froide. Et ça fond, on va dire, très vite. Ah oui, c'est délicat. Tandis que la plaque chaude, avec notre ballon rouge qui est à droite, on voit. Vous voyez, même les glaçons, ils se trompent. Ouais, d'accord. Ouais, donc en fait, un bateau, c'est comme un glaçon. Alors, Alors qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous voyez, le glaçon va pratiquement totalement, on n'en voit plus. Ben, et maintenant, on va vous demander de sentir les plaques avec vos doigts. on enlève les Oui, accessoires. on va en casser sur le bord un peu. Alors, elle est plus froide. Est-ce qu'elle est plus froide comme avant? Elle est encore plus froide qu'avant. Non, bon, enfin, non, je ne pas dire. Mais en tout cas, ça y est, regardez, le glaçon a complètement fondu. Voilà. Voilà. Bon, donc, merci. Il y a la même température. Bon, donc il va falloir essayer de démêler ça. Merci beaucoup. Vous avez besoin d'aide pour le démêler? Ça va automatiquement. Non, on va essayer. Alors, on va regarder avec la caméra. Alors, la plaque. Hop. Alors, la plaque était la plaque initialement froide. Vous voyez que maintenant, elle est encore plus froide. Maintenant, cette plaque, elle est à 17 degrés et elle est entièrement à 17 degrés. Autrement dit, le glaçon, en fondant, a récupéré de l'énergie de cette plaque et de l'énergie de l'ensemble de la plaque. En revanche, la seconde plaque, eh ben, vous voyez que, qui était la plaque, je fais la mise au point, mais il a du mal. Hein. Non mais c'est flou. Ouais, c'est bon. Donc sur cette plaque-là, vous voyez qu'à l'endroit où il y avait le glaçon, ça a refroidi. Mais en revanche, tout le reste de la plaque, notamment le pourtour, est toujours à la même température que la température ambiante. Donc en fait, la différence entre les deux objets, c'est que vous en avez un qui conduit très bien la chaleur, qui est celui-là, alors que celui-là est un isolant, comme le bois. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je pose le glaçon sur un isolant, le glaçon va refroidir la surface, localement.
ça va être très froid et ça va s'arrêter, donc il va donner un petit peu d'énergie. Et puis ensuite, comme la chaleur diffuse très lentement, et bien cet endroit reste froid, le reste reste chaud, il n'y a plus de transfert thermique, et donc le glaçon ne fond pas. En revanche, cette plaque-là, elle conduit très bien la chaleur, et donc le glaçon est là, la plaque cède de l'énergie au glaçon, le glaçon refroidit la plaque localement, mais la chaleur diffuse, donc il y a le reste de la plaque, la chaleur du reste de la plaque qui va arriver, et ça vient au glaçon et ça vient au glaçon en permanence. Et donc vous pouvez avoir le glaçon qui va fondre très rapidement en récupérant toute l'énergie qu'il y a dans la plaque. Voilà, c'est ce qui est dit ici, et au-dessus là, vous voyez des espèces de représentations de ce que l'on vient de vous dire, c'est-à-dire que la plaque conduit bien, entre guillemets, la chaleur, va refroidir intégralement, tandis que c'est localisé sur le matériau qui conduit mal la chaleur. Et quand même, à y réfléchir, c'est quand même intéressant, parce que n'oubliez pas qu'au départ, les deux plaques avaient la même température, et les glaçons aussi avaient la même température. Ils étaient légèrement fondants, donc on peut dire qu'ils étaient à environ 0 degré. Donc vous voyez que deux corps qui sont à la même température ont fait le contact, voyez. Donc, si vous avez en tête des lois de la calorimétrie, vous allez vous dire, ben, finalement, ça ne dépend que des masses ou des températures. Là, pas du tout. Dans ce régime transitoire où la température évolue avec le temps, vous voyez qu'il y a d'autres grandeurs qui jouent un rôle pour expliquer qu'est-ce qui se passe en termes de transfert thermique entre les deux matériaux. Mais c'est ce qu'on appelle l'effusivité. Oui, alors, alors si vous voulez savoir plus, petite publicité, tous les mois on fait une chronique dans la revue pour la science. Et en fait, la chronique que nous venons d'écrire, c'est sur ce sujet-là, sur l'effusivité, et ça va sortir dans le numéro de le prochain. Le mois prochain. Voilà. Alors, pour cette diffusion de la température, on a une autre expérience. Donc, Edouard, c'est toi qui as les mains à la température. Non, juste quand même pour conclure là-dessus. Donc, en fait, là, il y a une plaque de métal. Elles ont été toutes les deux noircies et elles ont la même dimension, justement, pour induire en erreur. Mais ça, c'est une plaque de métal, ça, c'est une plaque de bois. Le métal conduit bien la chaleur, son effusivité est extrêmement élevée, hein, ce qui explique que le transfert thermique est excellent avec cette plaque-là, tandis qu'avec ce bout de bois en revanche, c'est extrêmement lent. Alors, quand même, on en a des illustrations très souvent. Imaginez l'été, vous laissez une voiture au soleil l'été, vous touchez le capot, vous avez extrêmement chaud. L'été, en revanche, vous mettez la main sur un banc de bois, ça ne vous donne pas cette sensation de brûlure. Ça relève un petit peu de la même idée. C'est que votre main, elle est toujours à 35 degrés. Le capot et le bois, ça se trouve, ils ont des températures pas si éloignées l'une de l'autre, mais il n'empêche que lorsqu'on les touche, on n'a absolument pas la même sensation. Ce qui explique aussi que, par exemple, quand vous êtes dans un sauna, la température ambiante, c'est 90 degrés. Et c'est là, en plus, c'est une chaleur dite sèche. Il n'y a pas du tout d'humidité dans un sauna. Il n'empêche que quand vous vous asseyez sur un banc de bois, 90 degrés, ça ne vous brûle pas. Essayez de plonger de la main dans de l'eau à 90 degrés. Et là, vous verrez Toucher un truc en métal à 90 degrés. Oui, n'importe quelle chose qui est en métal. Donc, diffusion de la chaleur. Donc, nous avons là un petit bloc. Donc, on vérifie la température de ce bloc. Vous voyez la température uniforme, température ambiante, 26 degrés. Bah, vas-y, vous mettez les mains chaudes. Edouard applique sa main sur le bloc. On attend un petit peu. Bah, on va voir. Hein. Et donc nous avons l'empreinte de la main sur le bloc. Mais sur la page suivante, et sur la page suivante, etc. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne, qu'on fait défiler les pages, donc on rentre dans l'épaisseur du matériau, l'image est de plus en plus floue, entre guillemets, et de moins en moins marquée. Parce que là, ça veut dire, donc il faut que je... Ah oui, là, c'est déjà parti. Donc je la refais. Mais en tout cas, c'est pour montrer que ce phénomène de diffusion de la chaleur, c'est vraiment un phénomène qui se produit à 3 dimensions. Ici, grâce au bloc,
on réussit, donc on a un matériau qui est homogène là, et puis ensuite, en prenant les pages, on réussit à aller voir, à faire des coupes de température et voir que la chaleur progressivement pénètre dans le matériau. Voilà. Alors, continuons sur le chaud et le froid. Et puis vous remarquez que là, tout d'un coup, sur la table, il y a plein d'endroits avec des taches très sombres. Des endroits qui sont froids. Alors ici, c'est normal parce que c'est l'endroit où il y avait des glaçons. Mais ailleurs, ça n'a pas l'air très normal. Oui, parce que ce qu'on vient de vous raconter, que finalement nos sens nous trompent, puisque on avait l'impression que deux objets, pourtant à la même température, tel que nous le disait la caméra, étaient l'un plus froid que l'autre. Et alors, est-ce que c'est aussi le cas, par exemple, lorsqu'on sort d'une douche et qu'on a froid, ou que l'on sort d'un bain, et où effectivement on a l'impression qu'il fait extrêmement froid? Alors, il faut faire expérience. Oui. Donc pour ça, on a préparé. Donc on ne va pas prendre de douche devant vous. Donc un premier torchon qui est un torchon sec. Torchon sec, on ne voit plus rien. Température ambiante, On ne voit plus rien. 26 degrés. Non, on ne voit plus rien. Oui, voilà. Non, c'est parti. Maintenant, il faut. Oui, c'est bon. Bon, donc 26 degrés. Voilà, donc le torchon est à 26 degrés. Maintenant, on va prendre de l'eau qui est stable là depuis un certain temps. Alors, elle est peut-être un peu plus froide. C'est ça le. Non, on va regarder. Vous voyez, vous comprenez pourquoi il faut de l'eau à l'ambiance. Non, ouais, là, 24. Ouais, bon, 24. Non, elle est 21 pas. degrés. Bon. On essaye quand On même. essaye quand même. Bon, allez. Bon, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Évidemment, c'est pas Il y a des endroits machin, mais c'est pas trop bon. Hein. Non. Non, mais en revanche, non, mais attendez voir, on avait pas chaud. Oui. Non, mais là, ils vont dire c'est parce que l'eau était froide. Alors c'est vrai, l'eau était froide. Bon, Donc là, c'est pas le plus. Pourtant, on va accélérer. J'étais pas dans le champ. 18. Voilà. Ce sont presque pas des fois. Donc je le refais. Donc là, quand même, l'eau était à 21. Agite un peu. Moi j'ai chaud, mais lui il a froid. Pointe le haut. On n'arrivera pas. Non, mais excusez-moi. Voilà. Donc prendre l'eau. Donc vous vous rendez compte que. Alors que l'eau était à 22. Voilà. Donc on a réussi à refroidir l'eau de 3 degrés en agitant. Donc là, c'est un vrai effet physique, c'est pas juste nos sensations. C'est le fait que, manifestement, quand j'ai trempé le torchon, on aurait pu s'attendre à une température intermédiaire entre 22 degrés et 26 degrés de départ. Et en fait, non. Dès qu'on l'agite un petit peu, on s'aperçoit que notre torchon refroidit. Alors, pour que ça soit très convaincant, On a préparé au début de la conférence 2 torchons humides dans des ziplocs, donc dans des sacs étanches. donc cela en revanche, Donc là, si vous voyez, thermalisés. ils sont thermalisés, la température 25 degrés. Bon, sors-le. Et on vérifie tout de suite la température. Voilà. 24. Ah, vous voyez que ça commence déjà à baisser. 21. 19. Et là, bah, vous voyez, on est redescendu à 18.
torchon qui n'est pas sorti de son ziploc, le torchon mouillé. Toujours à 25-26. Bon, vous avez compris que si ça refroidit, c'est que l'eau s'évapore. Donc c'est ce qui permet, ce qui explique un peu cette panique, c'est que si on favorise l'évaporation de l'eau, et c'est ce que je fais quand j'agite, eh bien ça refroidit d'autant plus le corps avec lequel l'eau est en contact. Et c'est un vrai effet physique, c'est pas du tout une sensation. On a un vrai abaissement de température. Alors, un point important, comment se fait-il que le torchon refroidisse quand il est à l'extérieur du sac, alors qu'il ne refroidit pas quand il est à l'intérieur? Eh bien, c'est qu'en fait, lorsque le torchon est à l'intérieur du sac, il y a un très petit volume. Les molécules d'eau qui sortent vont, ce qu'on appelle, saturer l'air. On va avoir un taux d'humidité à 100% dans le sac. C'est-à-dire, quand vous prenez une bouteille d'eau fermée, vous vous attendez à ce que l'eau ne quitte pas la bouteille. Je veux dire, ça reste, ça continue, ça ne se met pas à s'évaporer. Donc quand vous êtes à l'intérieur, vous avez un taux d'humidité à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez en permanence des molécules qui s'évaporent, et vous avez aussi les molécules d'eau qui sont sous forme de vapeur, qui, dès qu'elles touchent le torchon, vont se recondenser. Et donc vous avez un équilibre qui va se produire en permanence, il y en a autant qui partent qui arrivent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je suis à l'extérieur? Quand je suis à l'extérieur, il y a les molécules qui partent, qui s'évaporent, donc qui partent et qui récupèrent de l'énergie. Mais ces molécules vont être emmenées par l'air ambiant. Et donc chaque fois, au niveau du tissu, vous allez avoir un air avec peu de molécules qui viennent se recoller. Et donc vous avez une évaporation qui continue. Donc là encore, on va revenir au sauna et au hammam. Quand vous êtes dans un sauna, si vous réussissez à supporter une température de 90 degrés, c'est parce que vous êtes dans un air sec. À ce moment-là, vous allez transpirer. Et l'évaporation de cette transpiration permet de maintenir votre corps à température. En revanche, lorsque vous êtes dans le hammam, c'est de l'air qui est 100% d'humidité, totalement saturé. Et bien dans un hammam, alors que la température n'est que de, je crois, 55-60 degrés, en fait, c'est le maximum supportable dans les températures humides. Parce que vous allez transpirer, mais cette transpiration ne s'évapore pas. Et donc votre corps, il va avoir beaucoup plus de mal à se mettre en température. Enfin, à réduire sa température. Et donc c'est ce qui se passe. La chaleur sèche, vous transpirez, ça peut s'évaporer, on peut réguler la température. Chaleur humide, à ce moment-là, on transpire, mais ça ne s'évapore pas, on ne régule pas. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qui peut se poser dans le cas du changement climatique. C'est-à-dire qu'on va avoir une élévation de la température moyenne, mais vous allez aussi avoir certaines régions du monde où vous allez avoir des taux d'humidité qui vont être plus importants. Et si vous avez des taux d'humidité qui sont trop importants, là ça peut devenir totalement inhabitable pour l'homme, parce que c'est que juste une température de 40 degrés, 50 à l'extérieur, on peut faire avec si l'air est sec. Si l'air est humide, eh bien on ne peut plus réguler la température, ça devient inhabitable. Un dernier point, c'est pour expliquer pourquoi l'évaporation refroidit. Parce que quand vous regardez maintenant dans le détail de ce qu'est une goutte d'eau, l'eau elle est liquide. Qu'est-ce qui maintient les molécules d'eau proches les unes des autres? Ce sont toutes les forces attractives, les liaisons hydrogènes, les forces de Van der Waals, qui les gardent les unes près des autres. Et maintenant, vous voulez quitter cet environnement qui est quand même très favorable énergétiquement. Donc c'est en gros, c'est comme si vous vouliez quitter la Terre, vous jetez un objet en haut. Quels sont les objets qui vont effectivement quitter l'orbite terrestre? Ceux qui sont les plus rapides. Et c'est exactement la même chose pour l'évaporation. Les molécules d'eau qui arrivent à quitter la goutte d'eau, c'est-à-dire vaincre finalement toutes ces forces attractives qui ont tendance à la maintenir au sein de la goutte d'eau, ce sont les plus rapides. Or, les plus rapides, ça c'est une vision microscopique, à notre échelle, ça correspond, entre guillemets, aux molécules les plus chaudes. Donc, celles qui s'évaporent en premier, ce sont les plus rapides, les plus chaudes. Ce qui fait que ce qui reste, c'est légèrement plus froid. Alors, évidemment, cette goutte d'eau devenue plus froide est en contact avec un environnement, par exemple notre peau, et elle va retrouver un équilibre thermique avec notre peau, donc elle va entre guillemets, prendre
de l'énergie à notre peau, et c'est ce qui donne cette sensation de froid. Mais là, vous voyez que c'est un véritable effet physique. Il y a un véritable effet de refroidissement par évaporation au sein de la goutte d'eau. Exemple d'utilisation de ce phénomène, avec des matériaux poreux, la gourde basque et l'amphore, à chaque fois des matériaux poreux, ici une peau, et puis ici une terre cuite qui n'est pas... c'est quoi qui c'est? La terre cuite, elle n'est pas quoi? C'est de la faïence. Non, c'est Elle pas n'est de pas la vitrifiée. Elle n'est pas vitrifiée. C'est pas du grès. Le grès est vitrifié, la faïence n'est pas vitrifiée, donc est poreuse. Donc, vous mettez un liquide à l'intérieur. Il n'empêche, puisque c'est poreux, il y a toujours une partie qui peut s'évaporer à travers la peau ou le grès. Et grâce à cette évaporation, ça va refroidir ce qui reste. Donc, vous pouvez avoir des écarts qui sont typiquement de l'ordre de 10 degrés dans une amphore entre la température ambiante et la température du liquide à l'intérieur de l'amphore. Donc, ça sert de réfrigérateur naturel. Donc, vous voyez qu'il y a un coût. Le coût, c'est que vous devez laisser évaporer un peu de liquide pour que le reste puisse conserver une température, disons, plus agréable à boire. Imaginez qu'on est dans une température de 30 degrés. Boire un liquide à 20 degrés, c'est quand même plus agréable. Bien, alors on a fait du froid. On va maintenant faire du chaud. Voilà la transition. Super travaillé. Alors pour faire du chaud, on va parler d'un dispositif qui s'appelle les chaufferettes chimiques, donc, que vous avez peut-être déjà rencontré. C'est des petits récipients dans lesquels il y a un liquide. Et ce liquide, c'est de l'acétate de sodium en solution, dont la température de solidification est de 52 degrés. Oui, c'est ça. Oui, mais non, mais c'est bizarre. Ah oui, non, mais c'est bizarre. Non, il ne fait pas 52 degrés ici. Et pourtant, l'acétate de sodium est toujours liquide. C'est pas normal, Jean-Michel, il devrait être solide. Ah, merci. Eh bien, on a la même chose dans la nature avec l'eau. C'est ce qui se passe dans le phénomène des pluies verglaçantes. Dans certaines conditions, lorsque la température diminue dans les nuages, vous pouvez avoir des gouttes d'eau qui vont avoir une température de -4, -5, voire -6 degrés, en restant liquide. Pourquoi? Parce que, en fait, pour qu'un solide se forme, même si la température d'équilibre entre liquide et solide, c'est 0 degré, à pression atmosphérique. En fait, quand vous refroidissez de l'eau, pour que la glace se forme, il faut que ça commence par un petit germe. Spontanément, l'eau ne va pas se transformer en glace. En fait, quand vous avez de la glace qui se forme, vous voyez d'ailleurs, quand vous avez sur une vitre ou quelque chose comme ça, vous voyez ça croît. Vous avez un endroit, et petit à petit, il y a un front de glace qui va se faire. Si vous n'avez pas de poussière dans l'air, si l'air est très propre, les gouttes d'eau peuvent rester parfaitement liquides. Et vous avez de l'eau à -5 degrés qui va arriver sur un sol qui est à -2, -3 degrés. Et à ce moment-là, ça va geler instantanément. C'est les pluies verglaçantes. Donc c'est pas le sol qui refroidit l'eau, ça prend un certain temps. Vous avez la goutte d'eau qui arrive, instantanément ça gèle. Et donc c'est pour ça que sur les câbles électriques, c'est problématique. Parce que si vous aviez l'eau, le temps que ça gèle, l'eau elle peut continuer à s'écouler, alors que les pluies verglaçantes, eh bien la glace elle va arriver, ça va se coller, ça va faire des masses considérables. Alors l'acétate de sodium, c'est la même chose. On va faire avec l'acide d'abord. Oui. Donc déjà, on fait en lumière visible. Qu'est-ce que tu veux? Non, d'abord, je voulais montrer la température. Je vais montrer la température. Donc il est à 26 degrés. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc beaucoup plus bas que son point de fusion. Voilà, alors on va vous montrer pour faire le zoom avec la lumière, ce qui se passe en lumière visible. Donc voilà, je me rapproche. Non, je reste un peu zoom. Voilà. Et puis, vous pouvez voir, on fait à 45 de travers. Donc là, il y a une petite pastille métallique. Donc là, vous voyez, c'était liquide. Là, ça devient solide, c'est blanc. Et petit à petit, ça prend tout l'espace. De donne au public. Maintenant, je veux donner au public. Tu peux mesurer la température avec la caméra. Et vous voyez, on est à 53 degrés. Donc je vais faire, vous faites passer.
Donc maintenant, on va recommencer la même expérience. Mais au lieu de la faire en lumière visible, on va la faire en infrarouge. Donc, au départ, vous voyez, 26 degrés comme tout. Et maintenant, Jean-Michel va actionner la petite pastille. Et voilà. Et vous voyez un front de solidification se propager dans toute la poche. Vous voyez que la température atteint instantanément les 53, c'est 54 degrés. Oui, c'est 54. Le point de fusion, voilà. Donc on retrouve un état solide, une coexistence solide-liquide, comme il se doit, à la température qui est donnée dans les tables, à 54 degrés. Donc, et si vous le touchez, là, vous allez voir, en fait, on a encore un mélange des petits grains de solide. Oui, je vais faire un mélange de petits grains de solide et de liquide. On est en coexistence. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps passe, la chaleur s'en va, ça se solidifie de plus en plus. Et à la fin, on va avoir quelque chose qui est totalement solide. Attention. Merci. Voilà, vous pouvez faire passer. Alors, comment ça se... Qu'est-ce qui produit donc, après, comme l'a dit Jean-Michel, c'est pas facile de passer de liquide à solide, parce qu'il faut réorganiser les molécules. Comme on le sait, dans un solide, les molécules sont agencées selon un certain réseau périodique, et donc passer d'un état où elles sont totalement désordonnées ou à un état où elles sont agencées, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a souvent besoin d'un germe solide, d'une préfiguration finalement de l'état solide qu'elles vont finalement atteindre. Donc, dans ces poches, vous voyez d'abord, ces poches, elles sont absolument hermétiques. Il n'y a pas moyen de mettre quoi que ce soit dedans, elles sont fermées, ça empêche totalement la contamination par de la poussière ou je ne sais quoi à l'intérieur. Donc là, c'est liquide parce qu'il n'est pas capable de trouver le germe qui lui permettra de s'organiser en phase solide et donc il reste liquide à température ambiante. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, dedans, il y a une petite pastille métallique avec dedans quelques anfractuosités. Et quand je clique, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on le voit. Eh bien, je libère du solide qui était finalement resté caché au sein de ces anfractuosités. Le fait de déformer la pastille, ça relâche dans le liquide ces petits germes. Et c'est à partir de ces petits germes que finalement l'ensemble du liquide va basculer dans la phase thermodynamiquement stable qui est ici le solide. Alors, pourquoi? Parce que quand c'est confiné, entre guillemets, dans des espaces extrêmement contraints, quand on a formé un solide, c'est beaucoup plus compliqué aussi de le retransformer en liquide. C'est pour ça qu'une fois que le solide s'est formé, y compris dans les espaces, dans les petits trous qu'il y a dans cette capsule, il ne va pas redevenir liquide, y compris quand on va le chauffer. Il va rester solide, parce qu'il est protégé par les parois. Et en agitant la capsule, ce petit disque métallique, on libère ces germes qui étaient présents, mais qui n'étaient pas encore dans la phase liquide. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut le régénérer. C'est-à-dire qu'une fois que là, ce sera fini, une fois rentré à la maison, eh bien, on va les chauffer. On les chauffe à une température supérieure à 54 degrés. À ce moment-là, ça fait fondre toute la matière, sauf à l'intérieur de la plaquette. Et ensuite, en laissant refroidir lentement, en fait, comme c'est à l'intérieur de la plaquette, il n'y a pas suffisamment de contact avec la masse, et donc le liquide va refroidir sans solidifier. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez des plaquettes qui sont des plaquettes neuves, vous prenez ce liquide, vous avez des plaquettes métalliques, vous les mettez à l'intérieur, si vous faites clic-clac avec la plaquette, eh ben, ça ne va rien vous faire. Parce qu'en fait, à l'intérieur des anfractuosités, vous n'avez pas encore de solide. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire solidifier déjà une fois avec les plaquettes. Là, vous faites refondre. Il y a le truc, il y a le solide dans la plaquette. À ce moment-là, vous mettez les germes. C'est bon. Bon. Alors, on continue sur le chaud-froid. Pour la dernière séquence de notre exposé, on va parler du four micro-ondes. Et on va essayer de discuter du fonctionnement du four micro-ondes. Alors pour ça, on vous propose une première expérience.
Donc, merci. Donc déjà, quand même, merci beaucoup à Madame Denaro et son épouse nous avoir amené tout ce matériel, parce que quand on fait des conférences, vous voyez, bon, nous on amène la caméra, mais on fait une petite liste de courses. Alors on voudrait, s'il vous plaît, de l'eau, des béchères, de l'huile, des glaçons, etc. On ne fait pas trop. Et donc nous avons ici deux béchères dans lesquelles l'un nous avons de l'eau et l'autre de l'huile. Alors, vérification de température et noire. Oui, c'est à peu près la même température, vers 25 degrés. Tous les deux. Alors, je les place dans le micro-ondes. Sans max. Donc là, on va faire une quinzaine de secondes. Alors, essayez pendant ce temps-là d'imaginer ce qui se passe. Hein, qu'est-ce qui va être le résultat? Ça va être quoi le résultat de l'expérience? Oui? Il se passe quoi? Moi, j'ai vu le main qui se levait. Non? Essayez. Donc, on va voir. Donc, à ma gauche, l'huile, à ma droite, l'huile et l'eau. L'huile, elle est à 32 et l'eau, elle est à 58 degrés. Voilà. Alors que pourtant, vous voyez, les deux étaient le même bécher, la même quantité, le même four. 32-33. Donc, ce qui explique qu'effectivement, dans un four micro-ondes, il y a un véritable effet sur l'eau, mais beaucoup moins sur l'huile. Il y a un effet quand même. On a gagné 8 degrés, mais c'est absolument pas dans le même rapport que pour l'eau. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Parce que vous connaissez les molécules d'eau. Alors qu'on n'a pas de molécules d'eau, mais on a Edouard. Voilà. Donc Edouard va simuler la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau, il y a de l'oxygène, la tête, et puis 2 atomes d'hydrogène, les points. Comme vous le savez, enfin, moi je le sais, Edouard est toujours assez négatif, un peu comme l'oxygène qui est électronégatif. Donc la tête, elle est plutôt chargée négativement. Les points d'hydrogène, plutôt positivement. L'eau est une molécule. Bien, bonne formation. Bien, donc si je mets cette molécule polaire dans un champ électrique, champ électrique dirigé comme ça, exerce une force vers le haut sur le positif, vers le bas sur le négatif, on est bien comme ça. Maintenant, si je renverse la direction du champ électrique, bah, ça va faire aller les molécules, les atomes d'hydrogène vers le bas et l'atome d'oxygène vers le haut. Si je remets dans l'autre sens et que je fais ça à toute vitesse, Ça chauffe! 3 milliards de fois, enfin 3 milliards, non, c'est 2 milliards de fois par seconde. Et bien c'est ce qui se passe aux molécules d'eau qui sont dans le four micro-ondes. Vous avez la micro-onde qui oscille à une fréquence de 2 GHz. 2 GHz égale. Les molécules, ça les fait tourner sur elles-mêmes. Les molécules sont côte à côte. Quand elles tournent sur elles-mêmes, ça fait des collisions. Vous imaginez des valseurs sur une piste de danse qui en tournant se mettent à se cogner. Ça fait de l'énergie cinétique, ça chauffe. Maintenant, imaginez une molécule d'huile. Molécule d'huile, vous avez une longue chaîne carbonée, enfin longue, vous avez quand même une chaîne carbonée. Bon, il y a une petite tête polaire, mais enfin, même pas, hein. Non, même pas, voilà. Bon, donc voilà, la chaîne comme ça, donc elle est toute longue, elle n'est pas polaire. Ça veut dire que quand vous mettez un champ électrique, ça ne lui fait pas grand-chose. Ça va faire un peu quelque force. Et donc ce champ électrique oscillant, ça ne va pas vraiment agiter les molécules d'huile, donc ça ne va pas vraiment la chauffer. Donc, principe de fonctionnement du four micro-ondes. Vous avez ces micro-ondes qui oscillent donc 2 milliards de fois par seconde et donc qui agitent les molécules d'eau. Alors question, pourquoi Edouard, pourquoi cette fréquence de 2 GHz? Alors 2,45 GHz, qui a le mauvais goût d'être aussi la fréquence utilisée dans les téléphones mobiles, ou plutôt pour le Wi-Fi. Ou le Wi-Fi, ou Bluetooth. Oui. C'est plutôt la réciproque. C'est que le Bluetooth utilise cette même fréquence. Pourquoi? Parce que c'est une fréquence qui est libre.
dans l'espace des fréquences, ça a été découpé par des accords internationaux pour des applications bien précises. Donc on réserve des bandes de fréquences pour les télécommunications, et chaque bande est réservée et est utilisée de la même façon dans le monde entier. Donc au moment où les gens ont commencé à s'intéresser aux micro-ondes et à leur utilisation comme un four, une des bandes qui n'était pas utilisée, c'était aux environs du gigahertz. Mais là, je dis aux environs, ça aurait pu être 100 MHz ou au contraire 30 GHz. Alors pourquoi cette valeur précise de 2 GHz? Eh bien, la raison, c'est qu'en plus, c'est une longueur d'onde, une fréquence, pardon, qui est particulièrement adaptée pour la cuisson compte tenu des dimensions réelles des micro-ondes. Imaginons par exemple qu'on ait pris, c'est le premier schéma, une fréquence beaucoup plus basse, à 200 MHz. 200 MHz, c'est-à-dire que le champ électrique change de sens 400 millions de fois par seconde. Donc, il va provoquer un échauffement de l'eau, la molécule polaire qui est extrêmement sensible à ce champ électrique, moindre qu'à une fréquence de 2 GHz. Donc, l'échauffement va être moindre. Conclusion, il se trouve que quand on regarde la cuisson des aliments, à 200 MHz, ça mettrait beaucoup plus de temps pour chauffer, parce que c'est moins efficace pour agiter les molécules d'eau. Alors on se dit, mais alors pourquoi pas prendre au contraire 20 GHz, 10 fois la fréquence qui a été finalement retenue, parce qu'à 20 GHz, ça s'agite beaucoup, et ça serait idéal, ça va chauffer beaucoup plus. C'est vrai, mais à ce moment-là, on n'est pas loin de la situation qui arrive avec un grille. Quand vous utilisez la fonction grille de votre four, où là c'est effectivement un rayonnement infrarouge qui vient faire quoi? Vient griller l'aliment. Parce que finalement c'est tellement efficace l'échauffement, le fait de bouger les molécules d'eau, que la surface de l'aliment va absorber toute l'énergie. Toute l'énergie va être absorbée, donc ça va bien cuire, puisqu'à la fin ça grille, mais ça ne va pas pénétrer à l'intérieur. Donc paradoxalement, si on choisit une fréquence très élevée, on va griller l'aliment en surface, mais l'intérieur risque d'être brûlé. Il se trouve qu'aux environs de 1 GHz, pour des aliments qui sont entre guillemets de la taille d'un poulet, c'est-à-dire on va prendre de l'ordre de 10 à 20 cm, eh bien ça c'est à la fois assez efficace en termes de cuisson, mais pas trop, ça veut dire que ça peut quand même pénétrer l'intérieur de l'aliment et cuire l'ensemble de l'aliment, et pas se contenter de cuire la surface. Bien, alors pour terminer, dernière expérience, on parle de micro-ondes, donc essayons de voir ce caractère ondulatoire de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour ça, j'ai préparé ce morceau de carton ondulé que j'ai imbibé d'eau avec une éponge. Édouard. Donc, comme prévu, ça s'évapore, donc sa température est plus basse que la température ambiante, et vous voyez que c'est parfaitement homogène et qu'on est à 21 degrés. Alors, je vais maintenant placer cette plaque dans le four. Voilà, alors on va poser pour que tout le monde voit bien. Donc, vous voyez que... Je ne dépasse pas. Vous voyez que cette plaque, en fait, elle arrive pile au milieu du four, et elle n'est pas en contact avec ce plateau tournant. Et je vais mettre à chauffer un certain temps. Alors c'est toujours différent selon les fours. Voilà, donc là il se passe quelque chose, et je vais sortir et montrer à Édouard le résultat. J'arrive pas à faire le point. Voilà, donc vous pouvez constater qu'en fait, sur cette plaque, le chauffage n'a pas été homogène. Vous avez des endroits où c'est très chaud. Alors attends, je le vois ici. Là, on est à 37 degrés. Et puis ici, par exemple, hop, 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 hop. Là, vous voyez 31, 30 degrés. Alors qu'initialement, on était autour de 24, 25 degrés. Autrement dit, si je regarde ce qui se passe à l'intérieur de ce four, j'ai des endroits, et puis si vous voyez la plaque, ici, vous voyez à ces endroits-là, c'est sec. Hein, ça a suffisamment chauffé. Et vous avez d'autres endroits qui sont restés humides. Et bien, c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, on va avoir un phénomène donc stationnaire.
Alors là, on n'est pas à 3 dimensions, on est seulement à une seule dimension. Et vous voyez que si on fait une onde, donc moi je suis le générateur de micro-ondes. Edouard, c'est la paroi du micro-ondes. Eh bien, je vais avoir des interférences entre l'onde qui va de moi vers Edouard et l'onde qui va de Edouard vers moi, qui fait qu'à certains endroits, ici, je vous avais parlé au début du lambda sur 4, hein, du maximum. Et bien vous voyez qu'à lambda sur 4 de la paroi, j'ai un maximum. C'est ce qu'on appelle un vent. À lambda sur 2, longueur d'onde divisée par 2, ça ne bouge pas du tout. C'est un nœud, etc. Ici, vous voyez que je vais avoir 3 lobes. Alors si j'ai une fréquence qui est plus lente, à une fréquence plus lente, je vais avoir une longueur d'onde plus grande. Donc là, je vais avoir une possibilité d'une résonance avec 2 nœuds. Et puis si je vais plus vite, voilà, là je peux en avoir 4. Et là, je 5. Le 5, c'est mon limite, non. Bon, on va rester 3 parce que le 3 il est trop grand. Voilà, donc maintenant imaginez que je mets un aliment à l'intérieur. Et bien les endroits de l'aliment qui sont à l'endroit des ventres, il y a un champ électrique qui est important, qui oscille vite. Donc à ce moment-là, ça va chauffer. Alors que les endroits qui sont à un nœud, à l'endroit où mon onde est le... Bon, j'arrête. Les endroits où je suis à un nœud, et bien à ce moment-là, ça ne chauffe pas. D'où l'intérêt d'avoir dans le four micro-ondes un plateau tournant. Quand vous mettez vos aliments, s'il y a un plateau tournant, c'est pas pour faire joli, pour que quand vous regardez dans le four, vous soyez hypnotisé en disant qu'il est beau mon gâteau, quelle est belle ma tarte, il faut que je la voie dans toutes les directions. Non, c'est parce que si vous mettez un plat dans le four micro-ondes, bah, ça va chauffer certains endroits et pas d'autres. Donc le résultat de ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de faire bouger le pain à l'intérieur, ce qui fait qu'à un endroit donné, ça va passer d'endroit qui chauffe pas, qui chauffe pas, et donc on va avoir une température qui va être moyenne, un échauffement qui va être uniforme dans l'aliment. Alors attention, terminer sur un petit conseil quand même, quand vous vous faites réchauffer un café, au lieu du café, ou un thé si vous pouvez du thé, où mettez-vous votre tasse? Au milieu, c'est-à-dire au seul endroit qui ne bouge pas. Donc, autrement dit, si vous voulez pleinement utiliser votre four micro-ondes et ne pas risquer à ce que votre tasse soit justement à l'endroit où c'est pas efficace, il faut la mettre sur le bord du plateau. Voilà, il m'a fallu 6 mois pour réussir à le faire. On a tellement envie de mettre au milieu. Alors c'est pour ça que c'est mieux quand on est à deux, parce que quand on est à deux, on met les 2 tasses de chaque côté. Et à ce moment-là, chacune des tasses a un chauffage homogène. Voilà. Dernier conseil, attention sur cette question d'échauffement. Quand vous chauffez quelque chose dans un récipient en verre, l'eau chauffe, le verre ne chauffe pas. Donc quand vous prenez le récipient, vous pouvez avoir l'impression que c'est pas chaud, alors que c'est chaud à l'intérieur, risque de brûlure. Et ensuite, comme les aliments sont pas homogènes, c'est marqué là. Ouais. Voilà. Comme le chauffage n'est pas homogène, eh bien, on peut avoir certains endroits qui sont froids, d'autres endroits se brûler. Donc ça veut dire qu'il faut toujours, quand vous faites un truc au chauffe au micro-ondes, et puis on peut chauffer aussi de l'eau à plus de 100 degrés. On vous a montré qu'on pouvait la refroidir en dessous de 0. Au four micro-ondes, vous pouvez chauffer de l'eau. Comme les parois sont froides, vous n'avez pas de site pour fabriquer les bulles. Et donc vous pouvez réchauffer de l'eau jusqu'à des températures de 103-104 degrés. Vous rajoutez du sucre dedans, pof, ça se met à bouillir d'un coup. Ça ne fait pas. Donc quand vous réchauffez quelque chose au four micro-ondes, le récupérez pas tout de suite, agitez-le un petit peu avant. Voilà, en fait, il y a beaucoup de craintes sur les dangers du four micro-ondes. Les vrais dangers du four micro-ondes, c'est les brûlures. C'est pas les ondes ou quoi que ce soit. Bien, alors, pour terminer, là oui, on est prof, hein. Donc on a une interro surprise pour voir si vous avez bien suivi ce qu'on vous raconte. Pour la caméra. Ouais. On est d'abord qui pose la question. Voilà, je vais plonger une languette de papier absorbant dans ce bécher d'eau.
selon vous, qu'est-ce qui va se passer en termes de température? Alors, A, petit A, non, on pose la question, on va voter. Petit A, ça va refroidir. Petit B, la température ne change pas. Petit C, ça chauffe. Et D, la réponse D. Bien, alors, qui vote pour A? Le refroidissement. Refroidissement. 2, il ne se passe rien. 3, ça chauffe. Bon. Personne qui a voté 3. Ouais. Donc, il semblerait que vous ayez bien suivi la conférence, mais la seule chose qui compte en physique, c'est l'expérience. Je la dis pas. Ouais, mais non, mais sauf que. Ouais, là, c'est bon. Ouais. Attention. Alors vous voyez, c'est froid en bas, mais vous voyez que sur le front qui avance, il y a une zone, une petite bande très chaude. Vous la voyez, la bande chaude? Donc, alors vous aviez soit tous raison, soit tous tort. Donc effectivement, ça refroidit la zone du bas. Oui, mais ça chauffe en haut. Et ça chauffe aussi en haut. Alors quand on l'a vu la première fois, on avait cru avoir fait une découverte sensationnelle, puisqu'on ne s'attendait pas du tout à observer cette chose-là. Et en fait, c'est un phénomène bien connu depuis le 19e siècle. On est arrivé à un siècle Enfin, il nous a fallu une semaine quand même pour comprendre ce que c'est. Ce que l'on révèle ici, c'est que bon, on met du papier buvard dans de l'eau. Et l'eau grimpe. Alors pourquoi? Parce que, entre guillemets, il y a une affinité entre l'eau et les molécules qui constituent le papier buvard. Et ça serait vrai d'ailleurs avec n'importe quel matériau poreux. En gros, il y a des forces attractives sur les parois qui font que l'eau, elle peut grimper, elle peut vaincre, entre guillemets, la gravité et monter progressivement au sein du papier buvard. Et simplement, voilà, s'il y a des forces attractives, s'il y a de l'eau qui viennent se coller aux parois, en réalité, lors de ce passage-là, il y a une libération d'énergie. Donc, il y a de l'énergie qui se dégage parce qu'il y avait une molécule d'eau qui était très très loin, et puis elle tombe. Vous aviez un potentiel, en fait, oui. il y a plus de potentiel attractif entre le papier pour l'eau, et donc la molécule, pour grimper, elle va tomber dans le potentiel, mais en tombant dans le potentiel, il y a de l'énergie, il va y avoir de l'énergie potentielle négative, et donc elle va récupérer de l'énergie cinétique et va s'agiter dans son pic potentiel. Et donc elle va chauffer les parois, et c'est ce qu'on révèle. Mais simplement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de parois, le phénomène finalement thermalise très rapidement, et c'est uniquement le front qui est visible, le front, ce qu'on appelle l'imbibition, le front d'imbibition, qui se traduit par une élévation de température. Mais une fois que ce front est passé, tout le matériau est imbibé d'eau, et c'est un matériau poreux, et on retrouve le phénomène précédent. Les molécules peuvent s'évaporer à travers la surface, et on a donc le refroidissement qui est bon. Donc dans ce que vous rencontrerez, ce sera souvent sous le terme d'absorption. C'est-à-dire que l'on vous dit que quand vous avez une surface, vous allez avoir des molécules qui s'absorbent à la surface, c'est-à-dire qui viennent se fixer temporairement sur cette surface. Alors pour terminer un peu de pub, voilà. Donc avec Edouard, depuis presque 20 ans, tous les mois, on fait une chronique dans la revue Pour la Science. Vous l'avez dit, on a des recueils de ces chroniques qui sont parues. Donc on en est au 5e tome, en avant la physique. Donc vous pouvez trouver ces ouvrages dans les bons CDI. Donc j'espère qu'il est dans le CDI, que ces bouquins sont au CDI. Oui, ils y sont. Bon ben voilà, donc c'est bien. En plusieurs exemplaires. Voilà, et sinon, vous pouvez les lire à grand profit. Par ailleurs, moi je suis sur Twitter, et de temps en temps je fais de la musique, donc sur les réseaux sociaux, AGM Bourtix, voilà. Et ce qu'on vous a montré aujourd'hui, la plupart du temps, ce sont des extraits de chroniques, c'est en décrivant sur le four à micro-ondes, sur le refroidissement par évaporation qu'on a été amené à redécouvrir un certain nombre de manips que l'on vous a présenté ce soir. Merci beaucoup. Alors, on attend pour quelques questions. Oui.
Oui, c'est un capteur, vous avez des micromètres, vous avez des filtres de chaque côté, donc ça ne fait pas la différence sur l'origine de la source lumineuse. Oui. Est-ce que si on met 2 bols dans un micro-ondes, est-ce que ça va chauffer moins lentement? Ah bah a priori, ça absorbe, moi je pense que oui. Hein. Vous avez là, normalement, vous avez les 750 watts qui sont fournis. De toute façon, on voit bien quand il y a pas beaucoup d'eau. Oui, ça chauffera de chauffer normalement. Oui. Normalement, on n'a pas fait la manip, mais je crois la plus tard. Justement, c'est ça, parce que la puissance qui est délivrée par le micro-ondes est toujours la même. En revanche, la puissance absorbée, ça dépend de quantité de matière que vous avez mis dans votre four à micro-ondes. Donc plus elle est élevée, plus finalement, le temps sera élevé, sera long. Parce que la puissance qui n'est pas absorbée par l'aliment, c'est pour ça que les parois sont métalliques, elle est réfléchie, j'imagine. Oui, bah oui. Donc les ondes, voilà, donc ça... C'est donc, plus vous mettez de l'aliment, plus la puissance est absorbée, et moins elle, entre guillemets, moins ne sert à chauffer le même aliment. Oui. Moi j'ai une question au niveau du fait que quand on a vu la réflexion avec le micro-ondes, vous avez utilisé une caméra qui était à 10 micromètres, non, c'est ça? Oui. Si on utilise du coup une caméra avec plus de micromètres, est-ce que du coup on peut avoir de la réflexion sur des matériaux tels que le bois ou autre chose? Alors, ben, le bois, il n'est pas conducteur électrique. Okay. Donc, a priori, alors, il y aura de la réflexion parce que l'indice optique, enfin, l'indice pour le rayonnement du bois ne sera pas le même. Donc, quand vous avez par exemple la réflexion à la surface de l'eau, à la surface du verre, vous avez une différence d'indice optique, ça fait une réflexion. Mais sinon, pour avoir vraiment réflexion, l'idée c'est que c'est des matériaux qui est conducteur. Donc, avec du bois, vous n'en aurez pas. En revanche, vous voyez, je vous ai montré la grille. Vous voyez ce qui se passe pour les radars. Les radars, vous voyez des paraboles avec des grands grilles. Ou quand vous voyez les radiotélescopes, c'est des grands grillages. Bon, ben, ces grillages, c'est comme des miroirs parfaits pour ces ondes. Moi, je n'avais pas compris exactement la question. Alors, vous avez compris comment? Moi, j'avais compris le fait que avoir, là, en gros, ça ressemble à un appareil photo à une caméra. Ça veut dire qu'il y a un objectif ici. Un objectif qui est capable de traiter la lumière infrarouge. C'est-à-dire, là, il y a une lentille, donc une lentille convergente qui va pouvoir faire converger les rayons lumineux sur les pixels au fond de la caméra. Mais vous voyez que ça, on sait le faire à 10 micromètres. C'est absolument pas évident qu'on sache le faire dans d'autres domaines de longueur d'onde. Il faut quand même avoir des éléments transparents à la longueur d'onde choisie et qui sont capables de dévier la lumière, le rayonnement à cette longueur d'onde-là. Et puis les tailles des pixels, ça ne peut pas être beaucoup plus petit que la longueur d'onde du rayonnement que vous utilisez. Donc il y a plein de questions intéressantes là-dessus. Donc du coup, les lentilles, elles sont faites en quoi? Parce qu'elles sont pas faites en verre. Je ne le connais pas par cœur. On ne sait pas ce que c'est pas du verre, c'est autre chose, mais effectivement, c'est un borate. Ouais, je sais plus quoi. On le sait de temps en temps quand on a révisé. Ici, Le frontal dans la nature, il peut se faire tromper par la réflexion contre un rocher d'une souris et croire que la souris est contre le rocher. Comme on voit des oiseaux qui vont se précipiter contre un miroir. Ouais, mais les rochers, ils ne vont pas vraiment réfléchir. Et puis en plus, il y a deux aspects. Il y a l'aspect réflexion. Donc déjà, c'est pas forcément réfléchissant comme matériau. Et ensuite, il ne va pas être suffisamment lisse pour pouvoir... donc ça va faire de la réflexion diffuse, ça contribue au rayonnement ambiant. Mais ce que vous dites, là, on le voit bien, là, sur du métal. Là, on voit l'image des lampes. Donc ça, c'est un gros bug quand on utilise une caméra infrarouge. C'est pour ça qu'en général, c'est judicieux de peindre en noir les matériaux que vous allez utiliser dans votre dispositif expérimental, par exemple. On peut le voir avec ça. Hein. Oui. Si je fais ça,
ça réfléchit le rayonnement. Donc là, ce que je vais voir, c'est pas la température du métal. C'est l'image de ce que j'ai. Donc ça, ça m'arrivait régulièrement. J'avais des collègues qui ont des expériences où ils viennent me voir en disant tiens, je peux pas t'emprunter la caméra pour voir la température de son expérience. Je dis oui, mais attends, ton truc, c'est en métal. Donc en fait, tu ne pourras pas. Alors soit tu colles un morceau de scotch, soit tu peins en noir, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, voilà, pour l'utiliser, pour faire des mesures, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'émissivité du matériau. C'est pas si direct que ça comme utilisation. Il y a du canular. Donc en fait, on a un morceau de scotch, si j'ai bien compris, on a un morceau de scotch sur le ferros, donc il y a la paroi froide, on le verra noir alors que... Oui. Oui, parce que ça diffuse de lumière. Ça diffuse. Et donc les Irakiens, pour combattre la réalisation des caméras infrarouges, devraient avoir une tour en fer. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait être un matériau simple pour ne pas détruire la vie? Alors ce que je sais, c'est que les avions, Stills et tout ça, ils ont des systèmes où ils mélangent les gaz d'échappement de manière à ce que les gaz qui soient émis, ce ne soient pas juste les gaz super chauds qui sortent du réacteur, mais que ce soit plus froid. Donc je veux dire, il y a sur cette question par rapport au thermique, il y a de quoi. Oui, ils y réfléchissent. Les matériaux qui sont faits, effectivement, l'idée, ça peut être par exemple de mettre des casques qui ne laissent pas passer le rayonnement thermique sur le... Mais après, dans les détails, tout ce qui est des applications militaires, le truc c'est qu'il faut aussi que ce soit facile à utiliser, pratique, le bon. Donc ça nous dépasse totalement. Et juste un point par rapport à ça, n'oubliez pas que normalement on mesure la température de surface. Quand tout à l'heure on vous a montré les deux béchères avec l'huile et l'eau, et effectivement on vous a dit l'huile est plus chaude que l'eau. En réalité, il y a un raisonnement derrière, c'est que l'huile est effectivement plus chaude que l'eau, mais ce qui se passe, c'est que l'huile, la chaleur a été conduite par la paroi du verre, et donc, à la surface du verre, effectivement, c'était, entre guillemets, non, donc l'huile est plus froide que l'eau. C'était plus froid pour le bécher qui contient de l'huile par rapport au bécher qui contient de verre. Et là, c'était pas une mesure directe des températures. On vous a totalement pipoté. On vous a dit, on regarde avec la caméra la température de l'huile et de l'eau, alors qu'on vous avait expliqué une demi-heure avant que le verre était opaque au rayonnement infrarouge à des microns. Donc c'est parce que le verre prend la température de ce qu'il contient qu'on peut le mesurer. Tout ça pour dire qu'au-delà des aspects opaques transparents, il y a aussi des problèmes de conductivité thermique qui peuvent jouer dans ce cas précis. Donc en fait, c'était vraiment la température de l'eau et de l'huile quand même. Mais voilà, c'est pour ça que chaque fois, si on veut vraiment aller dans les détails, il faut être très vigilant. Oui. Si. Vaut mieux pas la chauffer. Et par ailleurs, ce qui est intéressant avec ces caméras, c'est qu'en fait, je vous ai dit, j'ai la petite plaquette et puis il y a le rayonnement infrarouge qui va le chauffer. D'accord? Et avec la caméra, on peut voir des choses qui sont à 0 degré. Sauf que derrière la plaquette, il y a du matériau. Et ce matériau, il est chaud aussi. Et il va chauffer la plaquette. Et il y a une température plus importante que 0 degré. Donc comment on fait pour mesurer un truc à 0 degré, où en fait, l'énergie qu'elle envoie, elle est moins forte que ce qui arrive autour? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on a une plaquette qui a un environnement où tout arrive de toutes les directions à 45 degrés avec une certaine température, sauf que là, en fait, tout est à température ambiante, sauf ce qui arrive de l'avant, où là c'est à 0 degré, où il y a moins d'énergie, et donc en fait, on va avoir une plaquette qui va être plus froide que celles qui sont un peu plus. Et donc, ce qu'on peut mesurer, c'est pour ça qu'on a une sensibilité de 0 à 1 degré. En fait, on mesure un effet qu'on appelle différentiel. Hein, quand je vous l'ai expliqué, je vous ai dit oui, il y a le rayonnement qui arrive, ça chauffe. Sauf qu'en fait, dans certaines fois, c'est qu'en fait, non, il y a moins de rayonnement qui arrive, donc ça chauffe moins. Voilà. Donc, voilà, alors c'est vrai que cette caméra, elle a beau valoir 10 000 €, hein,
c'est le prix de cet instrument, elle n'est pas refroidie. Et en revanche, on n'a pas fait de calibration. Cela veut dire que très probablement, en pratique, dedans il y a un thermomètre qui mesure la température ambiante et que le calibrage se fait automatiquement. Oui, parce que de temps en temps, il y a l'image qui s'interrompt. Et en fait, ça recalibre, et ça recalibre l'ensemble des pixels, parce que chacun des pixels, ils ne sont pas forcément à la même température ambiante. Donc, Je pense qu'en permanence, voilà, c'est recalibré par rapport à la température ambiante et il fait donc ce différentiel de température pour nous donner la température mesurée. Pour avoir des températures de meilleure sensibilité, elles sont systématiquement refroidies, de telle sorte que là, on contrôle effectivement la température de l'environnement et ça ne bouge pas. sauf que les caméras refroidies, elles sont énormément plus chères. C'est plutôt de l'ordre de 100 000 euros les caméras refroidies. C'est réservé pour les là, c'est réservé pour les pixels. Bon. J'ai une question. J'ai des plats en faïence, le micro-ondes chauffe plus que les aliments. Le verre ne chauffe pas, par contre, je réchauffe dans du verre, ça pose pas de problème. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que la faïence, ça chauffe beaucoup plus que. Alors qu'ils ne contiennent pas dans le micro-ondes? Aucune idée. Alors, il y a deux possibilités. Mais c'est vrai parce que même ça m'agace beaucoup quand le plat chauffe plus que l'aliment. On se boule à l'extérieur et ça reste froid à l'intérieur. C'est très désagréable. Après, il n'y a pas que l'eau qui chauffe. Donc, par exemple, il y a les plats crisp dans les fours micro-ondes, c'est des plats pour faire les tartes ou les pizzas. Et c'est des plats qui ont un fond avec un matériau qui absorbe bien les micro-ondes. Donc, quand vous mettez votre tarte à l'intérieur, et ben, ça va chauffer, là, on va avoir une tarte, on ne va pas avoir un matériau qui va être pâteux, etc. Parce que ça va vraiment chauffer. Donc en fait, il n'y a pas que l'eau qui réagit, vous avez des matériaux et ça va élever aux propriétés diélectriques de ce matériau. Et en fait, à ce moment-là, c'est catastrophique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième par rapport à la faïence, c'est que si vous avez la faïence, c'est poreux. Donc si votre émail à un endroit il est fissuré, ça veut dire que vous avez de l'eau qui peut être pénétrée à l'intérieur. Et donc à ce moment-là, ça peut être à cause de l'eau qui est à l'intérieur de la faïence et qui est plus à l'extérieur, ça va commencer à absorber plus. Donc ça, c'est une autre raison possible. Donc prenez du grès. Il y a d'autres questions? Non? Bon, ben, il me reste à vous remercier. J'espère que tous les élèves et les personnes extérieures qui sont venus ont pris autant de plaisir que moi. Je me suis bien amusée ce soir. Et